TGBO, la coupure électrique mondiale. Vidéo numéro 18. Jour 126 au jour 143. Auteur Amar Belmostefawi. Artiste illustratrice Karine Gallego. N'hésitez pas à partager ce contenu. Bonne écoute et bon visionnage à vous. Jour 126. Encore une histoire ? Pendant que nous mettions un pied devant l'autre, le géant nous a raconté que si la météorite percutait la planète, notre espèce disparaîtrait pour l'instauration d'une autre espèce. Sa civilisation fait son maximum pour nous préparer à la conquête, et, malheureusement, l'être humain risquait de s'éteindre avant même d'avoir commencé sa mission. Il nous a parlé de l'opération Code Rouge. Les gouvernements ont lancé cette opération pour détruire toutes les machines du globe. Il ne comprend pas l'objectif que les États ont en détruisant les machines sans savoir à quoi elles servent réellement. Ce météorite qui fonce sur la Terre va donc provoquer la destruction de l'espèce pour en imposer une autre. C'est une sorte de guerre de conquête. C'est à chaque fois le même schéma qui se reproduit. Il y a eu l'apparition et la disparition des dinosaures à cause de la chute de météorites. D'après les dires du géant, un météorite de 8 km de diamètre a suffi pour éradiquer 99,9% des espèces avant l'apparition des dinosaures. Aussi, un météorite de 9 km de diamètre a suffi à faire disparaître cette espèce au profit de l'homme. De plus, certains météorites se dirigent accidentellement vers la Terre, alors que d'autres sont déviés de leur trajectoire afin de viser une cible stratégique telle que la planète bleue. L'explorateur a demandé si la météorite qui fonce sur la Terre est une situation volontaire. Le géant a affirmé qu'en effet, ce caillou d'un diamètre de 10 km suffira amplement pour éradiquer toute ou partie de la population de la planète. Nous faisions face à une intrusion. L'un des objectifs de ces cubes répartis sur le globe était justement d'éviter ce genre d'attaque. La seule arme restante qui permettrait de dévier la météorite de sa direction est sur le point d'être démantelée par nos gouvernants. Il a insisté une deuxième fois sur cette information. Le seul cube susceptible de nous sauver sur le court terme est sur le point d'être désactivé par les brassards rouges. Le géant parlait de la machine 1. Une chose est évidente, c'est que le titan nous a utilisés pour arriver à ses fins. Nous avons risqué nos vies pour que cet homme sans émotion puisse faire passer le message aux brassards rouges que le déracinement de la machine 1 supprimerait toute chance à court terme pour l'espèce humaine de survivre à la chute du météorite dans le nord-est du pays. Il ne nous a donné que des informations au compte-gouttes pour que nous évitions de parler sous la torture si nous étions arrêtés par les brassards rouges. Nous avons fini par arriver à proximité des bâtiments du centre de recherche. Le géant nous a demandé de l'attendre. Il voulait sécuriser les lieux et vérifier que les caméras de surveillance étaient toujours hors service. Quand il est revenu, nous l'avons suivi sur ses pas. Il y avait une grille ouverte. Nous savions que nous devions rentrer dans ce trou qui ressemble à une bouche d'aération. En temps normal, quand il fait nuit, et que ce n'est pas la pleine lune, il est difficile de se diriger dans la pénombre. Mais entrer dans un trou qui ne possède aucun puits de lumière, cela est impossible pour nous. Devant notre refus d'entrer dans ce trou à rats et ramper sur plusieurs mètres voire des kilomètres de conduits d'aération, le géant nous a ordonné de refermer la grille sur lui. Juste avant de s'enfoncer dans ce trou, il nous a dit en souriant que nous devions nous habituer à rentrer dans ce genre de trou, car cela pourrait nous arriver par la suite. Je savais une chose. Quand le titan ouvre la bouche, ce n'est pas pour rien. Est-ce qu'il souhaitait déjà nous prévenir qu'à l'avenir, nous allions vivre sous terre ? Ou voulait-il nous faire passer un autre message subliminal ? Il s'est donc résolu à se rendre seul dans ce labyrinthe de tuyauterie. Il avait prévu de revenir au lever du soleil. Mon frère et moi, nous avons préféré cette solution. L'explorateur a voulu suivre le géant. Il souhaitait absolument entendre de ses propres oreilles les échanges entre les brassards rouges et les ingénieurs concernant la météorite. Il voulait connaître la réaction de toutes ces personnes face à cette grande menace. Nous préférions quant à nous deux attendre dans le froid plutôt que de ramper vers l'inconnu en faisant une confiance aveugle au géant. Ce labyrinthe de tuyaux faisait des kilomètres et nous n'étions pas à l'abri de nous faire surprendre ou tout simplement de ne plus retrouver la sortie. Pourquoi prendre le risque de se retrouver étouffés dans cette cavité ? Nous nous sommes réfugiés à proximité de buissons afin de nous protéger du vent et du froid. L'attente a duré plusieurs heures. Nous craignions à tout moment de nous faire remarquer par des mercenaires en faction autour des bâtiments de cet énorme centre. Nous avions les extrémités des membres inférieurs et supérieurs gelés. À un moment, j'ai retiré mes chaussures et j'ai massé mes pieds et chaque doigt de pied. Mon frère a fini par faire la même chose. Dans cet état, nous étions incapables de nous sauver si le besoin s'en faisait ressentir. Fort heureusement, nous n'avons pas eu besoin de prendre la fuite. Nous étions fatigués, épuisés. Je n'avais qu'une hâte, me retrouver au chaud, quitte à ne manger que des œufs pendant de longs mois.
Nous avons fini par être dérangés par l'explorateur et le géant. Ces derniers nous ont demandé ce que nous faisions pieds nus. Nous les avons questionnés. Sur le moment, aucun des deux n'a voulu parler de ce qu'ils avaient pu voir ou entendre. Ce que nous avions par contre remarqué, c'est l'état de la tenue vestimentaire des deux hommes. Leurs vêtements étaient pleins de poussière. Face à nos regards insistants, ils ont fini par comprendre et se secouer les vêtements pendant que nous remettions nos chaussettes et nos chaussures. Nous avons finalement rejoint le véhicule à l'aube. Nous sommes repartis direction le nord-est vers le domicile familial. L'explorateur, qui n'était toujours pas décidé à se séparer de nous, a préféré nous raconter ce qu'il avait entendu lors de son séjour dans l'aération du centre de recherche. Le géant est resté silencieux, concentré sur la route et sur les dires de l'aventurier. Il a d'abord commencé par expliquer les conditions de déplacement dans le trou. Il avançait dans le noir total, obligé de toucher le pied du géant pour ne pas être perdu dans ces tubes sans fin. Quand il ne se prenait pas le pied du géant dans la tête, il avait du mal à respirer. De plus, il n'arrivait pas à suivre le géant qui, plus costaud que lui, avançait beaucoup plus vite. Il ne comprenait d'ailleurs pas comment il faisait pour se diriger dans le noir total. À un moment donné, il a été pris de panique. La seule chose qui a fini par le rassurer, c'est d'avoir entendu des voix au loin. Il était sur le point de crier pour demander de l'aide, mais le géant et lui sont arrivés dans une pièce leur permettant de s'asseoir, mieux respirer et écouter les échanges entre les brassards rouges et les ingénieurs. Le géant et l'explorateur s'étaient dirigés jusqu'à l'observatoire. Dans la salle, il se trouvait l'astrophysicien et d'autres ingénieurs. Certains étaient en pleurs, tétanisés. Plus aucun son ou un échange concernant notre héroïque ingénieur, M. D, qui avait foncé sur les brassards rouges pour éviter de tous nous faire tuer. Le géant a coupé la parole à l'explorateur en disant que le sacrifice de l'ingénieur, M. D, allait empêcher que les brassards rouges ne viennent jusqu'à devant le domicile familial et qu'ils exécutent tout le monde. C'était une façon pour lui de relativiser la mort de l'ingénieur, M. D. Le géant n'avait pas tort, mais de là à sacrifier la vie de cet homme de science qui avait moins de 40 ans, ce dernier méritait tout autant que nous de survivre à cette situation. Nous avons voulu en savoir plus. L'explorateur a continué son récit. La machine 3 a bien été démantelée. La situation est donc revenue à la normale dans le sud du pays. La machine 2 a aussi été déracinée. Il y aura donc bien un retour à la normale, une présence des forces armées et le calme dans une bonne partie du pays. Pour ce qui est de la machine 1, les brassards rouges vont donc donner l'ordre de ne pas terrasser le cube afin de permettre la destruction de la météorite. Ils n'y croyaient pas trop. Si ce cube pouvait détruire une menace fonçant sur la planète, il se devait tout de même de protéger cette machine et espérer qu'elle remplira son rôle. Par contre, il fallait garder le secret. Ils ont exécuté des ingénieurs et ont dit à l'astrophysicien et au traducteur sumérien que le même sort leur était réservé s'ils parlaient. Des questions ont été posées à notre sujet. Fort heureusement, nous avions caché notre identité au personnel du centre de recherche. Le seul qui avait des informations sur nous quatre était notre ingénieur héroïque, M. D. Nous avons demandé au géant comment le cube 1 pouvait détruire la météorite et ainsi protéger la Terre d'un impact qui détruirait toute trace de vie. Celui-ci nous a expliqué que le cube n'avait pas pour fonction de détruire, mais de détourner la météorite de sa trajectoire. Le fait de détruire ce type de menace n'empêchera pas certains morceaux de tomber sur le sol terrien. L'idéal est de dévier ce caillou. La machine 1 va exercer une pression constante sur la météorite 3 semaines avant. Par contre, si entre-temps la machine est mise hors d'atteinte, qu'elle est renversée, elle s'autodétruira comme les autres machines, ce qui augmentera les risques d'impact. Ce que je ne comprenais pas, c'est comment une seule machine, le cube 1, pouvait protéger la Terre, sachant que la planète tourne sur elle-même et que le cube n'est pas toujours en face du météorite pour exercer une pression dessus et pour le détourner de son chemin. Cette question était un grand mystère pour moi. À la rigueur, si plusieurs machines étaient encore en fonction et qu'elles sont disposées un peu partout sur le globe, je peux comprendre l'action des cubes sur la météorite. Mais un seul cube avait-il les ressources suffisantes pour dévier un énorme caillou de sa trajectoire apocalyptique? Détruire ces machines, c'est refuser l'énergie gratuite et c'est aussi augmenter des chances d'une autre attaque de météorite. Pour être clair, la situation électrique sera rapidement sous contrôle militaire dans tout le pays sauf pour le nord-est, s'ils terrassent ou désactivent la machine via la poignée. Deux solutions possibles. Soit ils mettent en route la machine 1 qui permettra de protéger la Terre du météorite, soit ils la coupent, dans ce cas, tant que la machine sera plantée dans le sol, il n'y aura pas d'électricité dans cette partie du pays. Moi, je voyais une autre solution,
celle de laisser la machine délivrer gratuitement de l'électricité et facturer ce type d'énergie aux consommateurs qui ne se douteront pas un seul moment que cette énergie électrique est gratuite. De toute façon, nous serions rapidement informés ces prochains jours de la solution adoptée par le gouvernement. Sur le chemin du retour, nous étions détendus, apaisés de savoir que nous allions enfin rejoindre nos proches. Plus nous nous rapprochions de notre point d'arrivée, plus nous étions sereins pour notre sécurité et pour notre repos bien mérité. Nous avions encore quelques mois avant de penser qu'il y avait un risque qu'une météorite s'écrase sur la planète. J'étais tellement épuisé que j'ai dormi dans la voiture, bercé par la conduite du géant. Arrivé à notre destination, comme à son habitude, le géant nous a laissé mon frère et moi à environ 3 km de notre habitation familiale. L'explorateur estimait avoir un nouveau combat inédit dans sa vie. Il considérait que son devoir était de savoir si la machine 1 allait être démantelée ou remise en route. Il voulait s'assurer que les brassards rouges n'allaient pas commettre cette erreur de chercher à la détruire avant qu'elle réalise sa mission. Mon frère et moi, nous avons estimé avoir pris suffisamment de risques et que notre responsabilité était de rejoindre notre famille et de rester à ses côtés. Nous avons accéléré le pas afin de rentrer. Quel bonheur de revoir les siens sains et saufs, en bonne santé. Nous voyons complètement éteints, encore une fois, mon petit frère et ma mère n'ont pas pris la peine de nous questionner. Ils se sont contentés de nous revoir revenir sans encombre. Jour 127. Inquiétude justifiée. Le lendemain, nous leur avons tout révélé. Mon petit frère et ma mère n'avaient plus de nouvelles de nous depuis le jour 122, soit depuis 5 jours. Ils commençaient à fortement s'inquiéter, se demandant si nous avions été capturés par les brassards rouges ou pire encore, exécutés par ces derniers. À de nombreuses reprises et pendant les jours qui vont suivre, hormis le fait que nous allions nous reposer, nous allons tester la lumière, espérant revoir la situation se rétablir. Jour 129. Lumière. Enfin, la situation a été rétablie dans le nord-est. Le retour de l'électricité dans les foyers a fait ressortir les gens de leur foyer petit à petit. De notre côté, nous n'avions pas de nouvelles de l'explorateur et du géant. Nous espérions juste qu'ils n'aient pas subi un triste sort. Ils étaient juste censés espionner les brassards rouges et voir s'ils allaient réactiver le cube 1 ou pas, ou tout simplement le détruire. Notre premier réflexe a été d'allumer la télévision et même la radio. La télévision n'a pas tout de suite diffusé des informations. Cela s'est fait 2 jours après. Le même message passait en boucle. Je cite : « Veuillez rester dans vos habitations, gardez votre calme. Nous faisons le nécessaire afin de rétablir la situation. Rien de plus. » Ce message est donc passé non-stop 2 jours durant, remplaçant ainsi les pauses publicitaires. Certaines chaînes ont tout de même diffusé des films. Sur l'apocalypse, des films de guerre et d'action. Jour 130. Lent retour à la normale. Au bout d'un jour, nous avions de nouveau accès à Internet. Très rapidement, tout type d'information a commencé à circuler. Ce dont nous avions peur, c'est d'être activement recherchés. Nous avons fouillé le moindre indice nous concernant. Rien. Même sur les machines, aucune information. Tout ce qui concerne des suppositions ont été publiées. Certains disent avoir vu des extraterrestres avoir attaqué la planète, ou avoir atterri dans leur jardin. D'autres soutiennent que la Terre a arrêté de tourner, d'autres encore ont parlé d'une guerre atomique ayant provoqué une coupure d'électricité. Bref, toutes les informations les plus farfelues ont circulé sur la toile. Mais rien en rapport avec ces cubes. Un peu plus tard dans la journée, cela a été la même chose pour les radios. Les records d'audimat ont dû être battus. Jour 131. Loi martiale. La télévision a commencé à diffuser des informations. Ce qui était dit, c'est que l'eau ainsi que le chauffage allaient être rétablis sous maximum 1 semaine et que toute violence serait sévèrement punie. La loi martiale était en action. Jour 132. Des explications. Enfin, un discours du président. À aucun moment il n'a abordé l'existence des machines. Par contre, son explication officielle a mis en avant une éruption solaire à l'origine de cette situation chaotique. Il a rassuré la population que tout serait bientôt rentré dans l'ordre et que les services de l'État, la police, les armées, les hôpitaux, le corps médical, les pompiers font de leur mieux pour répondre aux attentes des citoyens. Il a expressément été demandé de laisser la priorité aux services de secours et aux militaires et de dégager la chaussée de tout véhicule restant sur la route. Un recensement sera effectué dans les mois à venir, mais la priorité réside dans le fait de rétablir une situation normale dans les plus brefs délais. Plus tard dans la journée, des reportages sur les éruptions solaires sont venus conforter les dires du gouvernement.
Des journalistes se disant spécialistes de ce type de phénomène ont commencé à répéter en boucle et à expliquer cet événement de manière scientifique. Ils ont expliqué que cet événement était rare et qu'il se produisait une fois tous les millions d'années. L'objectif premier était de rassurer la population. Toujours aucun mot sur la météorite qui menace de s'écraser sur notre pays. Jour 136. Information exclusive. Enfin, un article sur Internet parle d'une météorite qui va s'écraser sur la Terre. Le scientifique qui aurait découvert cette menace ne serait rien d'autre que l'astrophysicien qui était au centre de recherche. Ce dernier ne parle ni de nous ni des brassards rouges. Par contre, ce dernier prévoit une conférence de presse ces prochains jours. Il profitera de cette occasion afin de dévoiler plus d'informations sur ce risque majeur. Vous imaginez ce qui a dû se passer dans la tête des personnes qui ont lu cet article de presse. Quand vous sortez d'une situation traumatisante avec une coupure généralisée d'électricité, vous pouvez difficilement appréhender une autre catastrophe encore plus terrible que celle vécue plus de 4 mois durant. Qui sait ce qui se serait passé si la population avait connu cette situation de blackout 6 mois de plus ou même 2 ans. Jour 138. Vérité passée sous silence. L'astrophysicien est mort. La dépêche parle d'un suicide. La thèse retenue est celle d'un dégénéré qui a inventé un mensonge afin de créer de la frayeur auprès de la population. Ce dernier serait mort dans sa chambre d'hôtel dans laquelle il se serait pendu, et ce, la veille de son intervention télévisée. Comment serions-nous accueillis si nous avions la même idée que cet homme, en déclinant notre identité, et en racontant ce que nous avons vu et vécu pendant cette coupure électrique? Je pense tout simplement que les brassards rouges se chargeraient de nous, et nous subirions le même sort que ce scientifique. Le livre que j'ai écrit est le seul papier qui pourrait prouver ce que nous avons vécu. D'un autre côté, ce livre peut être considéré comme un arrêt de mort pour mon entourage et moi-même si nous étions surpris avec ces notes par les brassards rouges. La meilleure solution serait de détruire cette vérité. D'une part, brûler mon livre, par son contenu, décrédibiliserait les gouvernements en place, et d'autre part, ce cahier serait la seule trace qui pourrait survivre à la destruction de notre civilisation. Ce serait une sorte de mémoire laissée aux futures générations, si l'être humain survit à cette chute de météorites. L'idée que nous avions évoquée était de laisser mes écrits dans le coffre d'une banque le jour de la chute du météorite, ou du moins la veille, quitte à ce que les personnes qui retrouvent ce bouquin ne le prennent pas au sérieux et qu'ils le considèrent comme une histoire. J'ai lu et relu mes écrits afin de ne laisser aucun indice concernant ma famille, ou même les personnes qui nous ont accompagnés dans ces différentes expéditions risquées. Ce livre, quoi qu'il arrive, devait être un héritage pour les futures générations. Jour 142. Différentes réactions. Notre pays a été un des derniers à de nouveau voir ses magasins être approvisionnés et se remplir de clients. Les personnes sont donc retournées à la consommation et tout est revenu à la normale. Tous les charniers qui jonchaient les routes ont été ramassés et tout est reparti comme avant. Consommation frénétique avec des prix en hausse. La population avait l'intention de bien profiter de ce retour de la malbouffe et des gadgets qu'offrent les marchands de rêve, quitte à en payer le prix. Nous allions voir des gens repasser en quelques jours de la maigreur causée par un manque de nourriture à une morphologie d'obèse. De notre côté, nous avions envisagé une autre stratégie. Comme nous possédions une information d'avance sur les autres, celle de savoir qu'une météorite était censée tomber sur la planète bleue, et que personne ne voudrait l'entendre ou nous croire, nous avons décidé de nous y préparer seuls. Jour 143. Le rationnement. Le jour des courses. Toute la famille s'est affairée pour aller acheter des aliments à longue conservation. Nous avons prévu d'acheter des denrées non périssables, mais en quantité suffisante, pour ne pas susciter l'attention des vendeurs ou des personnes ayant un regard insistant sur le contenu du caddie. Nous avons organisé nos achats sur plusieurs magasins afin d'occasionner encore moins l'attention sur nous. Nous avons déchargé nos coffres de voitures la nuit pour éviter d'être vus ou d'attirer les convoitises. C'est la fin de cette vidéo numéro 18. Et vous? Pensez-vous que le retour de l'électricité dans le nord-est du pays est lié au renversement du cube 1? Ou pensez-vous que le gouvernement prend au sérieux cette menace d'une météorite et qu'ils ont réactivé la machine 1? Pensez-vous que le cube 1 pourra à lui seul dévier cette menace qui fonce sur la Terre? Le prochain épisode, l'épisode 19, ira du jour 144, de nouvelles nouvelles, au jour 215, la tuerie. En attendant, je remercie tous ceux qui suivent, partagent ces vidéos et participent à ce livre audio illustré. L'objectif de ce contenu, vous pousser à la réflexion.
En attendant, je vous dis à bientôt.